de l'invitation à parler ce soir. Alors, comme vous le savez, immédiatement après l'incendie de Notre-Dame, le 15 avril 2019, immédiatement après, la question s'est posée de restaurer. Et quand il s'agit de restaurer, on peut poser deux questions. La première question, c'est comment restaurer, comment faire. Et puis la deuxième question, c'est pourquoi restaurer. Alors, examinons d'abord la première question. Comment restaurer? Alors, il y a un type de réponse que je ne vais pas donner parce que je suis totalement incompétent pour la donner. C'est une réponse, disons, technico-pratique, relevant je dirais, des questions techniques de restauration, d'artisanat d'art, voire de génie civil, toutes choses dans lesquelles mes compétences sont à peu près nulles. Donc j'ai rien à en dire. Ce qui m'intéresse, c'est la question comment restaurer quand elle suppose de déterminer ce qui est à restaurer. Qu'est-ce qu'on restaure? En fait, je pense que c'est rarement la question que l'on pose. Et ce n'est pas vraiment la question qui a été posée quand on s'est mis à restaurer la cathédrale, ou pas de façon approfondie. Or, elle se pose la question de savoir ce qu'on va restaurer, parce que comment restaurer suppose qu'on sache exactement ce qui est à faire, ce qui est à restaurer. C'est-à-dire que le quoi, normalement, doit précéder ou au moins accompagner le comment. Et la question, alors c'est un grand mot, mais ontologique, c'est-à-dire de ce dont il est question, de quel objet c'est Notre-Dame, quelle entité c'est, la question qu'en philosophie on dirait être ontologique. Eh bien la question ontologique, elle précède la question, je dirais, technique. Et c'est ça le sens du titre de mon livre de 2022, du mode d'existence de Notre-Dame, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe quand existe Notre-Dame et en quoi ça consiste pour Notre-Dame d'exister. Alors il y a deux options qui ont été envisagées s'agissant de la question de savoir qu'est-ce qu'on va restaurer. Il y a deux options qui ont été envisagées et on a rapidement pris une décision en faveur d'une des deux. Au moins, apparemment, on a pris une décision en la faveur d'une des deux. D'abord, il y a une option qui est transformatrice. Quand on se pose la question de savoir ce qu'on va restaurer, eh bien, on peut se dire qu'on va rebâtir, on va refaire, mais dans une perspective contemporaine. Vous vous souvenez des premiers mots du président de la République, c'était cela, c'était le geste architectural et puis une efflorescence pendant quelques semaines de projets, dont certains étaient fort amusants, avec des toboggans, des piscines, etc. Vous avez dû voir ça. C'est l'idée de poursuivre le mouvement par lequel l'édifice, au cours des siècles, s'est transformé. Il s'est transformé. Par exemple, sur la photo que vous avez là, vous voyez bien que c'est Notre-Dame avant la flèche dite de Viollet-le-Duc. Oui, il n'y a pas de flèche. La photo est prise juste avant qu'elle soit installée. Si vous voulez, c'est le modèle Victor Hugo.
Donc l'idée, c'est de poursuivre le mouvement dans une option transformatrice. Mais on va poursuivre le mouvement, on va continuer à faire quelque chose. Et comme on avait fait au XIXe siècle, quand on avait fait une restauration qui était dans l'esprit de ce qu'on appelle dans l'histoire de l'art le médiévisme romantique, une sorte de monde médiéval romantique à la Victor Hugo, hein, et beaucoup d'auteurs de l'époque, la littérature anglaise de l'époque et la littérature gothique. Donc voilà, donc il y a une sorte de monde médiéval fantasmé et Viollet-le-Duc a largement puisé là-dedans, hein, avec des transformations importantes et l'idée qu'on n'a pas à hésiter à repenser du point de vue architectural l'édifice. Ça, c'est l'option transformatrice. Et puis, il y a une option qu'on peut dire fixiste. Rebâtir à l'identique. Le problème, c'est identique à quoi? En fait, quand on dit rebâtir à l'identique, c'est rebâtir à l'identique de ce que Notre-Dame est devenue au XIXe siècle. Si on refait la flèche, et c'est ce qui a été fait, comme vous le savez, eh bien, on fait l'identique du XIXe siècle, et pas l'identique de la cathédrale sortant des mains des bâtisseurs, si ça a beaucoup de sens pour quelque chose dont la construction a mis des dizaines d'années. En fait, l'idée, c'est de restaurer en rétablissant ce qui était juste avant l'incendie, mais même ça, on ne peut pas le faire, pour des raisons qui sont évidentes et dont on s'aperçoit déjà, même si je ne suis pas partie de ceux qui ont déjà visité avec le président la cathédrale. Mais enfin, on voit bien que ce qui apparaît, c'est que ça ne ressemble pas beaucoup à ce qu'il y avait juste avant, justement, hein, pour des tas de raisons. Donc l'idée, c'est quand même dans l'option à l'identique ou fixiste, c'est l'idée d'un maquillage architectural, ou je pourrais presque parler d'un botox architectural, un peu comme on met du botox pour fixer la tête qu'on a en général, pas à 60 ans, mais plutôt à 25. Hein, voilà. Alors, on voit bien que dans les deux cas, que ce soit l'option transformatrice ou l'option fixiste, eh bien, il faut avoir répondu à la question de ce qu'est Notre-Dame, c'est-à-dire à la question de la nature de Notre-Dame. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est si on veut refaire la même chose? Ou si on veut continuer à transformer ce qu'elle est? Donc il faut... c'est la question ontologique qui se pose. J'ai connu exactement le même type de question il y a quelques années quand la place Stanislas à Nancy a été refaite. Il y avait un des conservateurs qui était en charge de cela qui s'était avisé qu'il y avait à Nancy, à l'époque j'étais un enseignant, enfin je venais d'arriver à Nancy, il y avait 2-3 ans que j'étais là. Il s'est avisé que l'auteur de l'ontologie de l'œuvre d'art, un livre que j'ai écrit, était à Nancy. Alors il m'avait demandé de passer devant, il y avait une commission, et j'étais venu parler à la commission, et qui était en charge de cela. Et c'était à peu près les mêmes problèmes. Hein. C'était, il y avait l'option transformatrice, et puis il y avait l'option fixiste, qui consistait à revenir à la place du 18e, bon, avec à peu près les mêmes enjeux en fait.
Alors, quoi qu'il en soit, le problème de savoir donc, comment refaire suppose qu'on sache quoi refaire, c'est-à-dire c'est un problème ontologique. Et c'était ça la première question. Le quoi, le comment, ça suppose le quoi. Et puis la deuxième question, maintenant, pourquoi restaurer? Pourquoi restaurer? Là, c'est une question qui n'a pas du tout été posée. Si vous voulez, l'idée qu'on pourrait ne pas restaurer ne semble pas avoir germé dans la tête de quelqu'un en 2019. Au XIXe siècle, il y a toute une tradition de non-restauration. C'est celle de Ruskin, l'historien d'art anglais, pas seulement historien d'art, un penseur anglais qui s'appelle John Ruskin, qui a écrit Les 7 langues de l'architecture, c'est un grand historien d'architecture, qui est plutôt hostile à la restauration, ce qui vous explique qu'en Angleterre, il puisse y avoir, comme Tintern Abbey par exemple, ou d'autres, des monuments qui ont été laissés dans l'état où ils étaient et qui se sont dégradés petit à petit, des pierres dans des jardins aujourd'hui. C'est surtout ça qu'on voit. Bon. Alors, en tous les cas, pourquoi restaurer? Et donc cette question n'a pas vraiment été posée au sujet de Notre-Dame, comme si ça allait de soi, et comme s'il fallait restaurer. En fait, la réponse implicite à la question pourquoi semble avoir été que Notre-Dame a une valeur particulière, une valeur qui est à la fois patrimoniale et même nationale. On a insisté sur, voilà, Notre-Dame c'est la nation, oui, tout un discours de ce type. Et puis une valeur touristico-économique. Il s'agit, il y a le deuxième monument le plus visité de France, donc effectivement il faut, ça génère le tourisme, etc. Donc il faut restaurer pour cette raison. Donc ce qui a été restauré, c'est un haut lieu du patrimoine national et une attraction touristique dans la capitale. Et c'est une sorte pourquoi, à la question pourquoi, tout se passe comme s'il y avait une obligation sociale plutôt que artistique ou esthétique. Alors maintenant, pour répondre aux deux questions précédentes, pour tâcher de donner une réponse aux deux questions précédentes, la question comment et la question pourquoi, je vais faire une petite parenthèse, enfin une petite parenthèse qui va durer quand même sans doute un quart d'heure, 20 minutes, qui va consister à faire un petit exposé de métaphysique. Ne partez pas. Qui permet de répondre à la question, qui à mon sens permet de répondre à la question. Et je vais partir d'une distinction qui est très très générale entre les choses naturelles et puis les artefacts ou les produits de l'activité humaine. Donc, si vous voulez, si on divise toutes les choses qui existent, il y a des choses naturelles, les arbres, et puis il y a des choses que nous produisons, qui ne poussent pas dans les arbres. Et une chose naturelle a une nature, pas très compliquée, elle a une nature, qui en fait la chose qu'elle est.
Alors qu'un artefact ou un produit, ça a une fonction. Ce qui fait de la chose, de l'artefact, ce qu'il est, c'est sa fonction. Donc, si vous voulez, c'est la différence générale entre un chien et un tournevis. Hein, je vous donne là. Du point de vue métaphysique, c'est la différence entre le chien et le tournevis. Si quelque chose a une fonction, comme un tournevis, eh bien son existence dépend d'autre chose que de lui-même. Vous voyez, le chien, il dépend de ses parents chiens, etc., bien sûr. Mais il existe comme chien indépendamment de tout autre, du point de vue, on dira, ontologique. Tandis que le tournevis dépend d'une personne qui est capable de penser sa production. Pour que quelqu'un ait pensé, tiens, on va faire un machin qui aura un manche, avec ça on pourra visser des trucs, vraiment pratique. Et puis qui puisse l'utiliser selon sa fonction. Alors, on peut imaginer un monde où plus personne ne sait utiliser un tournevis, ce qui paraît peu probable, mais voilà, on peut imaginer des artefacts, il n'y a plus personne qui sache comment on les utilise. Donc voilà, vous voyez la grande distinction des choses naturelles et des artefacts. Des choses qui ont une nature, des choses qui ont une fonction. Maintenant, on va distinguer deux sortes d'artefacts. Donc dans la catégorie artefact, qui est très large, il faut faire des distinctions. Vous voyez bien que le but, hein, vous allez me dire, mais où il veut en venir, le but c'est d'arriver à Notre-Dame au bout. Deux sortes d'artefacts. Il y a des artefacts dont la fonction est instrumentale. Alors, le tournevis, l'ordinateur, le verre, etc. Et ça suppose, chez ceux qui les utilisent, des compétences. Et ça suppose non seulement des compétences, mais qu'ils soient, et ces compétences, je dirais les compétences qu'ils ont, supposent qu'ils soient des êtres d'une certaine sorte. Vous voyez, par exemple, on peut essayer d'apprendre à un grand singe à utiliser un tournevis. Je pense qu'on doit pouvoir y arriver. On peut, j'avais vu une vidéo qui m'avait bien plu, où on voyait un poulpe ouvrir des bocaux. Ils sont très très bons pour ouvrir les bocaux. C'est facile aussi avec des tentacules. Voilà, donc vous pouvez mais normalement, les artefacts qui ont une fonction instrumentale, ça suppose les compétences d'êtres humains, d'êtres tels que nous sommes. Donc ça, c'est la première sorte d'artefacts, les artefacts qui ont une fonction instrumentale. Et puis, il y a des artefacts qui ont une fonction symbolique. C'est-à-dire qu'ils ont un fonctionnement symbolique, comme une carte géographique, un mode d'emploi, un logiciel. Vous voyez, tout ça, ça a un fonctionnement symbolique. C'est-à-dire qu'il fonctionne en signifiant quelque chose, en voulant dire quelque chose. Donc ça suppose qu'ils dépendent d'un système symbolique, au sens large d'un langage. Et ça suppose, chez ceux qui les produisent et chez ceux qui les utilisent, certaines compétences aussi, hein, comme dans le cas du tournevis, et ça suppose qu'ils soient des êtres d'une certaine sorte. Hein. En gros, que ce soit des êtres comme nous, des êtres rationnels, hein,
capable de raisonner. Plus que ça, sans doute, mais voilà. Donc voilà les deux. Vous voyez, les artefacts dont la fonction est instrumentale et qui ne supposent pas un fonctionnement symbolique, et puis ceux qui supposent un fonctionnement symbolique. Et maintenant, parmi ceux qui ont un fonctionnement symbolique, il y a encore deux sortes. Il y a ceux dont la fonction symbolique est, je dirais, indépendante de tout fonctionnement esthétique. Par exemple, une carte d'identité, ou bien un panneau de signalisation routière, un stop, sens interdit. Et puis, il y a des artefacts qui fonctionnent symboliquement et esthétiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont certaines propriétés qu'on peut dire esthétiques. Et parmi ces propriétés qu'on peut dire esthétiques, c'est discutable, mais je pense que la principale pour ces objets-là, c'est d'être expressifs. Ils sont expressifs. Alors, je pourrais raffiner ce que veut dire expressif, et Hervé Gaff pourrait encore mieux que moi, mais ça suffit que je dise ça, ça sera suffisant. Donc ces artefacts qui sont expressifs, juste dire encore une petite chose, c'est ils veulent dire quelque chose en exhibant ou en manifestant ce qu'il veut dire. Quand on est expressif, on exhibe, on manifeste quelque chose. Alors par exemple, un tableau est triste, un tableau qu'on va dire triste, il manifeste, il exhibe la tristesse. Et évidemment, pour qu'un artefact fonctionne symboliquement et qu'il fonctionne esthétiquement, eh bien, il faut des personnes, des êtres tels que nous sommes, qui sont capables de le faire fonctionner de cette façon. C'est-à-dire, il faut des personnes qui possèdent certaines compétences, c'est-à-dire qu'elles comprennent ce que l'artefact veut dire, qu'elles soient capables de le lire, mais dans un sens très général. Vous voyez, quand on peut dire ça d'un tableau, de n'importe quoi, de n'importe quel artefact. Donc qu'elles soient capables de le faire fonctionner, et puis, à mon sens, il faut aussi qu'elles possèdent certaines qualités qu'on peut appeler des vertus, grâce auxquelles elles font fonctionner de façon appropriée, le mieux qu'il est possible, cet artefact. Il faut que cette personne possède un certain nombre de qualités pour arriver à le faire. Vous voyez, je peux juste très rapidement donner un exemple de ça. Quelqu'un qui va visiter un musée d'art contemporain, on pourrait dire ça, un musée d'art contemporain, voilà, il se retrouve devant une installation. Bon, il lui faut un certain nombre de compétences, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de ces objets qu'il ne peut pas identifier indépendamment d'une certaine connaissance du développement de l'art contemporain, sinon il ne comprend même pas qu'il y a quelque chose à regarder. Vous voyez, c'est la blague où la personne est devant un extincteur, regarde l'extincteur et dit « Oh, c'est beau », vous voyez.
Et puis, il faut sans doute aussi voilà, certaines qualités de la personne qui lui permettent d'identifier ce qui est à comprendre. Pas simplement des compétences, peut-être un peu plus que cela. Alors, revenons à Notre-Dame. Vous voyez bien que Notre-Dame, si on se demande qu'est-ce que c'est, et c'était la question que je voulais poser pour qu'on sache comment restaurer et pourquoi restaurer, eh bien, Notre-Dame, c'est un artefact. Ça, c'est pas fait tout seul, ou simplement avec, je sais pas quoi, moi, le vent qui aurait poussé. Et puis tout d'un coup, il y aurait eu une cathédrale. Donc, c'est un artefact, un produit, qui fonctionne symboliquement et esthétiquement. Et avec un fonctionnement symbolique et un fonctionnement esthétique qui sont complètement entremêlés. Autant dire donc que c'est une œuvre d'art. Voilà, c'est une œuvre d'art. J'ai écrit un petit livre, qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Et c'est pas très difficile, à mon sens, de définir ce qu'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art, c'est un artefact qui fonctionne esthétiquement. Alors, c'est une œuvre d'art architecturale. Parce que ce qui fait que c'est architectural, c'est les modalités du fonctionnement symbolique et esthétique. C'est-à-dire que les œuvres d'art signifient selon des modalités qui sont propres aux différents arts. Il y a des modalités qu'on va pouvoir dire musicales, et puis il y a des modalités qu'on va pouvoir dire littéraires, et puis il y a des modalités qu'on va pouvoir dire architecturales. Et parmi donc toutes les œuvres d'art, donc les artefacts, c'est une sous-catégorie des artefacts. Tous les artefacts ne sont pas des œuvres d'art, mais certains artefacts sont des œuvres d'art. Et parmi les œuvres d'art, certaines sont architecturales du fait des modalités du fonctionnement, des modalités de la production, déjà, c'est évident pour des architectes, et des modalités du fonctionnement symbolique et esthétique, c'est la façon de signifier, de vouloir dire quelque chose. Alors, ça veut dire qu'il peut y avoir une manifestation ou une expression proprement architecturale de la signification. Et c'est ce qui se passe avec Notre-Dame. Notre-Dame, son mode d'existence, c'est bien sûr matériel, mais c'est aussi, on pourrait dire, sémiotique. Sémiotique, c'est-à-dire c'est un symbole, elle veut dire quelque chose, Notre-Dame. Donc, son mode d'existence est à la fois matériel, physique, et elle veut dire quelque chose, mais elle le dit selon la modalité qui est une modalité architecturale. Alors la question c'est qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Si son mode d'existence est lié non seulement à ce qu'elle est matériellement, mais à ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce qu'elle veut dire? La question se pose. Vous voyez bien que la question se pose pour savoir comment la restaurer et pourquoi la restaurer. Alors, mais comment on peut répondre à cette question? On peut y répondre, je crois,
assez simplement si on ne rentre pas dans trop de détails. Elle signifie la plus grande gloire de Dieu. C'est ça que ça signifie. Je veux dire que c'est ça qu'elle exprime, ça qu'elle veut dire. Alors, vous n'êtes peut-être pas très habitué à la liturgie chrétienne, même catholique dans ce cas-là. Enfin, là, c'est chrétien, parce que ce dont je vais vous parler existe chez tous les chrétiens, et pas seulement chez les catholiques. Il y a une prière qui est dite, enfin, c'est une proclamation, plus exactement, qui est dite au début de la prière eucharistique dans une messe, en particulier dans une messe catholique. C'est le Sanctus. C'est-à-dire, on dit Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le prêtre dit. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et même la foule le chante. Donc, si ça fait très longtemps que vous n'êtes pas allé à une messe, ou si vous n'avez jamais mis les pieds à une messe, peut-être que vous ne vous souvenez pas, mais c'est ce Sanctus au début de la prière eucharistique. Et bien Notre-Dame, ça signifie exactement cela. Mais c'est pas chanté, c'est pas dit. C'est sur le mode architectural, c'est la même chose. Ça veut dire ça, Notre-Dame. Donc Notre-Dame est une sorte de sanctus architectural. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est le cas de toutes les cathédrales? Oui, mais là aussi selon des modalités qui sont individuelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, si ce que je dis est correct? La conséquence, c'est que l'existence de Notre-Dame n'est pas simplement menacée par sa disparition physique ou matérielle et par un incendie qui ferait que tout s'écroule, qu'il ne reste plus que de la cendre. Elle est aussi menacée par la disparition de ce qu'elle veut dire, de sa signification. Et bien sûr, la préservation et la restauration matérielle de l'édifice est importante, mais elle est importante pour que l'œuvre puisse continuer à signifier ce qu'elle signifie tel qu'elle le fait. Et pour que l'œuvre signifie ou fonctionne esthétiquement, il ne faut pas simplement qu'on préserve la chose physique, mais il faut aussi les compétences et certaines qualités intellectuelles de ceux qui la regardent, qui la visitent. C'est un artefact, ça a une fonction. Sa fonction est symbolique et esthétique. Donc il faut qu'il y ait des gens qui sachent comment ça fonctionne. Sinon,
ça serait comme un tournevis ou quoi que ce soit s'il n'y a plus personne qui sait l'utiliser. C'est-à-dire que son fonctionnement ne dépend pas simplement de son existence physique, elle dépend aussi de l'existence de personnes qui soient capables de faire quelque chose. Et sans doute, ces compétences-là et ces qualités-là sont indispensables pour la restaurer elle-même. Donc la persistance de Notre-Dame, c'est celle de quelque chose qui a une identité non pas simplement matérielle, physique, mais qui a une identité de signification, qui a un fonctionnement esthétique. Ça veut donc dire que Notre-Dame n'est ce qu'elle est qu'en manifestant cette signification et non pas simplement en étant restaurée matériellement. En étant restaurée matériellement telle qu'elle était juste avant l'incendie. Donc, pour qu'on ait la même chose, il ne faut pas simplement cette identité matérielle, mais il faut une identité qui est, on peut dire, de signification, le mot technique qu'on peut employer, c'est une identité sémiotique. Et c'est là qu'il est important, je crois, de parler de, non pas simplement de compétences, oui, le type de compétences qu'on peut avoir en histoire de l'art, par exemple, certaines connaissances que l'on doit avoir pour identifier le fonctionnement sémiotique d'une cathédrale, de n'importe quelle œuvre d'art, mais d'une cathédrale en particulier. Je crois qu'il ne faut pas simplement parler de ces compétences-là, mais qu'il faut parler de vertus, c'est-à-dire des dispositions que les personnes doivent avoir, qui sont des qualités intellectuelles, et qui sont des qualités intellectuelles qui ont cette particularité de rendre meilleures les personnes qui les ont. C'est ça être vertueux, avoir des vertus. C'est être meilleur. Le vice est en contraire. Alors, je crois que ces vertus, ça peut aller jusqu'à, et là ce que je vais dire évidemment est sujet à controverse, ça peut aller jusqu'à des croyances sans lesquelles l'œuvre ne peut pas fonctionner symboliquement et esthétiquement. Ce que je suis en train de dire, parce que ça peut vous paraître, comment dire, peut-être un peu obscur, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que Notre-Dame n'existe plus comme ce qu'elle est si la foi chrétienne a disparu. Et que refaire à l'identique, matériellement, n'y changerait strictement rien. Pour me faire comprendre mieux, pensez à un animal empaillé. L'animal empaillé. Ça peut être très impressionnant.
Adrien disait que j'ai enseigné à l'université, à St. Louis University dans le Missouri, et mon head of department, quand j'enseignais là-bas, était un chasseur. Il chassait l'ours, le loup, il chassait tout ce qu'on peut chasser. Et il empaillait, et donc chez lui, il y avait des animaux empaillés partout. C'est une activité plutôt inhabituelle pour un professeur de philosophie. Mais voilà, donc les animaux empaillés, donc vous voyez l'ours avec les griffes dehors et les dents, des grands ours qui allaient chasser en Alaska. Bien, mais ils étaient empaillés, c'est-à-dire vous aviez finalement l'ours, l'apparence de l'ours et une sorte de matérialité de l'ours, mais il est mort, mais il n'a plus la fonction de l'ours. Voilà, il est empaillé. Bien. Ce qui pourrait arriver, c'est que Notre-Dame, restaurée et offerte à l'attention culturelle, médiatique et touristique, pourrait être à l'œuvre architecturale qu'elle fut, ce qu'un animal empaillé est à l'animal vivant. Vous voyez l'analogie, comprenez. Je vous ferai remarquer que cet ours, cet animal empaillé, vous en avez aussi des animaux empaillés si vous allez au Muséum d'histoire naturelle à Paris, hein, dans la grande galerie de l'évolution, vous avez plein d'animaux empaillés. Et encore, je pense qu'il y en a moins maintenant, depuis que ça a été refait, le muséum, quand j'étais enfant, j'y allais, et alors là, il y en avait plein. Ils en ont enlevé. À la place, ils ont mis des ordinateurs et des écrans. Alors, l'ours empaillé ou l'animal empaillé peut servir dans des enseignements de zoologie, dans des enseignements. Hein. On peut acquérir des compétences sur les animaux en regardant comment ils sont. Et même c'est plus facile que dans un zoo, à la limite, où ils sont vivants. Hein. Et puis, on pourrait dire, c'est la même chose pour Notre-Dame, elle témoigne d'un passé lointain, c'est un haut lieu patrimonial. Mais bon, quelque chose aurait disparu, malgré tout, vous voyez, si Notre-Dame est empaillée comme un animal. C'est-à-dire que Notre-Dame devient alors une sorte de facsimilé. C'est comme un facsimilé. Alors, il y a des endroits comme ça. Les Cloisters à New York, je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. Certains d'entre vous sont allés, vous allez au nord de New York, vous sortez un peu de New York, mais le métro y conduit, ou presque, et c'est au bord de l'Hudson, et là vous avez une annexe du Metropolitan Museum qui contient 3 abbayes françaises du sud-ouest. Elles ont été achetées par... Vous connaissez ça, non? Pas du tout. Elles ont été achetées par c'était un officier américain qui est venu faire la guerre 14-18 et puis qui est resté, enfin 17-18, qui est resté en France, qui s'intéressait à l'architecture, à l'histoire de l'art, et il est allé dans le sud de la France. Il y avait des abbayes qui n'étaient plus du tout entretenues, des abbayes romanes, il les a achetées, on lui les a vendues en 1919-1920. Il a numéroté toutes les pierres, il les a mis sur un bateau et les a emmenées à New York. Donc vous avez 3 abbayes qui elles ont été réunies alors qu'elles ne l'étaient pas, et vous pouvez aller les visiter.
c'est un musée médiéval maintenant. Hein. C'est le musée médiéval du Metropolitan Museum de New York. Hein. Un endroit très très particulier, ça s'appelle les cloîtres, cloisters. Bien, bah alors là, vous avez vraiment ce cas, c'est vraiment empaillé, quoi. Vous voyez, ça vous donne vraiment, ça fait un peu Disneyland. Évidemment, vous arrivez du centre de New York par le métro, d'un coup, puis vous êtes dans une abbaye romane. Enfin, vous voyez, c'est assez. Donc, voilà, on voit qu'il y a ce risque pour une œuvre comme Notre-Dame. Alors, ma thèse, c'est que l'identité ontologique, l'identité de l'œuvre qu'est Notre-Dame, dépend en particulier, elle dépend de plusieurs vertus que nous devons avoir, c'est-à-dire plusieurs excellences que nous devons avoir, mais peut-être qu'elle dépend d'une en particulier, qui est la vertu de religion. Ça peut peut-être vous étonner, mais pour un philosophe médiéval comme Thomas d'Aquin, la religion, c'est pas quelque chose de... Quand il parle de religion, il ne parle pas de quelque chose qui est un phénomène social. Il parle d'une vertu. C'est la vertu de religion. Et la vertu de religion, c'est une annexe, c'est un type de vertu de justice. Ça consiste à rendre la justice à Dieu. C'est-à-dire être... à pratiquer la vertu de religion, ça consiste à rendre justice à Dieu. Mon idée, c'est que le mode d'existence, enfin l'existence, pas simplement son mode, l'existence de Notre-Dame dépend non seulement de compétences qu'on aurait en histoire de l'art ou d'identification culturelle de ce qu'est l'édifice, mais elle dépend de vertus que ceux qui la visitent et ceux qui, je dirais, la font fonctionner esthétiquement doivent posséder, dont la vertu de religion. C'est-à-dire, pour reprendre un terme que j'emprunte à peut-être un auteur dont certains d'entre vous ont pu entendre parler ici, Nelson Goodman, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de ce philosophe de l'art qui s'appelle Nelson Goodman. Dans un article assez célèbre, il parle de ce qu'il appelle l'activation des œuvres d'art. L'activation, il dit voilà, les œuvres, pour qu'elles fonctionnent, elles doivent être activées. Et il dit l'activation, c'est un vaste mélange bigarré de facteurs donc différents facteurs qui vont de l'encadrement à la lumière, en passant par l'exposition, la publication, l'éducation et la publicité, qui permettent de déclencher, d'augmenter, de rectifier, de bloquer, d'inhiber, ou, le cas échéant, d'interrompre le fonctionnement d'une œuvre d'art. C'est-à-dire, pour qu'une œuvre d'art fonctionne, il faut la faire fonctionner, il faut l'activer. Vous voyez, comme on dirait activer vous voyez, comme on dirait les cartes de crédit, il faut les activer. Quand on les reçoit, il faut
prendre de l'argent une première fois pour l'activer. Bon. Eh bien là, c'est un peu dans ce sens-là. Hein. Pour que ça marche, il faut faire quelque chose, être capable de faire quelque chose. Eh bien, je dirais que l'activation de Notre-Dame, elle ne dépend pas simplement de sa restauration à l'identique ou voilà, matérielle, elle ne dépend même pas seulement de compétences que l'on pourrait avoir, mais elle dépend peut-être aussi de certaines vertus qui sont qui supposent certaines croyances, qui supposent que ça veuille dire quelque chose réellement, Notre-Dame. Et si Notre-Dame est comme la prière du Sanctus, il faut que ça veuille dire quelque chose. Vous voyez, vous pouvez entendre le Sanctus à la messe, et puis bon, ça vous fait nicher des fois. La plus grande gloire de Dieu, ça ne veut rien dire. Ça, bon, il se pourrait aussi que Notre-Dame, avec Notre-Dame, on soit dans ce cas-là. Alors qu'on serait comme dans le cas des cloisters, ou on serait aussi comme dans le cas d'un autre haut lieu patrimonial et touristique, le Parthénon. Le Parthénon. On va à Athènes, on va voir le Parthénon. Si on a fait des études classiques, on connaît un peu le grec, on sait des tas de choses sur le Parthénon et sur le culte d'Athéna. Le Parthénon, il était dédié à Athéna, déesse Athéna. Mais est-ce que le Parthénon est encore ce qu'il était? Est-ce qu'il signifie encore ce qu'il signifiait? À part peut-être un ou deux spécialistes de grec à Oxford ou à Cambridge que je connais, je crois que plus personne ne croit en l'existence d'Athéna. Et lui voue un culte. En fait, on allait... dans le Parthénon, il y avait une grande statue d'Athéna, on allait déposer des offrandes à Athéna quand on montait au Parthénon. Sans doute des offrandes, de temps en temps, on devait faire griller un animal, un truc comme ça. Ça serait bien que ça soit encore comme ça. Oui, on peut imaginer cela avec des vestales, tout un truc. Vous voyez d'ailleurs que l'idée de restaurer tout ça, dans le cas du Parthénon, n'est venue à l'idée de personne. Connaissance. Les Grecs veulent récupérer la frise qui est au British Museum. Enfin, une grande partie de la frise est au British Museum, en bas, quand vous rentrez, au fond. À ma connaissance, personne n'a dit on va récupérer et puis on va remettre la statue d'Athéna, et puis les gens se mettront pieds nus et ils rentreront et ils se prosterneront et ils feront brûler de l'encens et du... Pourquoi? Parce que plus personne ne croit en Athéna. Donc les œuvres agissent, c'est-à-dire elles-mêmes, les œuvres sont des entités qui sont dispositionnelles, elles aussi, elles ont des dispositions, mais ces dispositions attendent de notre part un certain nombre de dispositions aussi, des capacités, des compétences certainement, mais aussi que nous pensions d'une certaine façon, que nous désirions un certain nombre de choses. C'est ça une vertu, c'est un type de désir, hein, que nous désirions un certain nombre de choses. Hein. Le risque, sinon, c'est la muséification, vous voyez bien. La patrimonialisation est une forme de muséification. C'est-à-dire qu'une œuvre architecturale, comme Notre-Dame, elle doit non seulement être restaurée, mais elle doit être
réactivée, c'est-à-dire mise en œuvre. Mise en œuvre. Et d'une certaine façon, il y a une forme d'esthétisation patrimoniale muséale ou culturelle qui peut tuer plus sûrement une cathédrale que ne le fait un incendie. Voilà, donc je finirai en reprenant, en disant deux choses. Que ce que je dis là est finalement très influencé par un livre qui est très décrié d'un historien de l'art très célèbre qui s'appelait Erwin Panofsky. Je ne sais pas si vous connaissez Panofsky, avec un Y, Panofsky, qui a écrit un livre qui est intitulé, c'était dans les années 30, 1930, Architecture gothique et pensée scolastique. Avec un titre comme ça, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas en vendre trop, mais enfin celui-là, c'est un livre qui a marqué quand même. Donc, il met en relation, d'ailleurs il parle beaucoup de Notre-Dame, il met en relation l'architecture gothique et puis ce qu'on appelle la pensée scolastique, c'est, si vous voulez, c'est la pensée des philosophes et des théologiens médiévaux qui est complètement recentrée sur les questions religieuses et les questions qui tournent autour de Dieu, pour faire simple. Il dit voilà, l'architecture gothique, c'est une forme de la pensée scolastique. C'est la forme architecturale de la pensée scolastique. Et il met en relation la somme théologique de saint Thomas, qui est le grand œuvre de saint Thomas, un livre en 4 tomes énorme, qui est la somme de théologie, et puis, tout particulièrement, Notre-Dame de Paris, qui était en construction au moment où saint Thomas écrit la somme théologique. Et saint Thomas a été professeur à Paris, à l'université de Paris, il était italien, il a été professeur à l'université de Paris pendant à peu près, d'abord 5 ans ou 6 ans, puis après 3 ans. Dans ce qui est devenu la Sorbonne. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que la signification de Notre-Dame, elle n'est pas religieuse de façon accidentelle. Son fonctionnement esthétique et son fonctionnement symbolique est fondamentalement religieux. Ce qui me conduit, et donc son identité, son mode d'existence est fondamentalement religieux. Ce qui m'avait conduit dans le livre du mode d'existence de Notre-Dame, à la page 195, à dire la chose suivante. Notre-Dame est à ce point constituée de sa signification religieuse qu'elle n'existe comme telle qu'en termes de l'intelligibilité de la foi chrétienne, dont elle est la manifestation, l'expression. D'accord ? Alors, si ce que je dis est correct, eh bien, la conséquence, c'est que toute restauration qui n'aurait pas pour finalité de faire fonctionner symboliquement et esthétiquement Notre-Dame ne préserverait rien d'autre, finalement, qu'un monument, c'est-à-dire un animal empaillé, ou une attraction touristique, c'est-à-dire
l'animal empaillé que l'on montre pour satisfaire la curiosité d'un public. Donc la question, c'est comment faire pour que Notre-Dame ne devienne pas le Parthénon. Alors on peut penser qu'on en est quand même très très loin, et à ce moment-là se réjouir de ce qui a été fait pour la restaurer, et de l'inauguration qui aura lieu le 8 décembre. Voilà, merci. Et je peux répondre évidemment à toutes vos questions. Voilà.